dans la paracha, on parle de manger. Parmi tous les sujets qui sont traités, on parle de Bnei Israël qui ont demandé des cailles. Donc on parle de se rassasier. Et donc on va voir les halakhot concernant dans le Birkat Hamazon, à quel moment, quand vous avez mangé du pain, ça vous rend quitte de tout ce que vous allez manger, d'accord? Vous mangez du pain, donc tout ce qui va après est inclus dans le pain. Maintenant, si à partir du moment où vous avez l'intention de faire le Birkat Hamazon, même ce qui serait inclus dans le pain, ça ne marche plus, il faut refaire la bracha. Parce que vous avez perdu l'idée de manger maintenant. Vous avez oublié de manger. C'est ce qu'on appelle dans la halakha Issach Hadat. Issach Hadat, c'est-à-dire que vous n'avez plus la tête à ça. Quand on perd l'idée d'une chose, ça s'appelle Issach Hadat, perdre l'idée. Automatiquement, si vous voulez remanger, il va falloir refaire la bracha. D'accord? Donc, comment détermine-t-on que vous avez fini de manger? Alors, il y a déjà deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est quand vous êtes chez vous. Après, deuxième cas de figure, quand vous êtes chez les gens. Alors, voyons déjà quand vous êtes chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour déterminer que vous n'allez plus manger, c'est par exemple vous prenez le Birkat Hamazon dans la main, d'accord? Dès que vous avez décidé de prendre le Birkat Hamazon dans la main, ça s'appelle que je ne mange plus. Ou alors, quand vous avez commencé à chanter, par exemple, Shira Ma'alot ou les psukim qu'on dit avant le Birkat, dès que vous avez commencé à chanter ces psukim, ça veut dire que vous avez décidé de ne plus manger. Ou alors, troisième cas de figure, quand vous êtes à une table de Shabbat, par exemple, ou une table de Sheva Brachot, et vous attendez le zimoun. Vous voulez répondre au zimoun avec les hommes, et dès que celui qui fait le zimoun a lancé le zimoun, ça s'appelle que vous aussi vous décidez de ne plus manger. Ça, c'est le cas classique. Ou alors, si vous avez le minag de faire Maïm Acharonim. Quand vous lavez les mains à la fin du repas, il y a des femmes qui le font, il y a des femmes qui ne le font pas. Par contre, pourquoi elles ne font pas? Il n'y a pas écrit pourquoi elles ne font pas. Il y a écrit qu'elles ont la coutume de ne pas le faire. Là, peut-être la raison, c'est parce que la raison profonde, c'est parce que la raison pour laquelle on fait Maïm Acharonim, c'est parce que à l'époque, on risquait les gens mangeaient avec les mains, d'accord? On ne mangeait pas avec les fourchettes. Et il y avait ce qu'on appelle le sel de Sodome. Le sel, même s'il ne vient pas de Sodome, il risque d'avoir les mêmes propriétés que le sel de Sodome, c'est de rendre aveugle. C'est un sel très dangereux. Donc les gens, comme ils mangent avec les doigts, ils risquaient après de se mettre la main sur l'œil
et de s'aveugler avec ça. Et bien que maintenant, on est pratiquement sûr que c'est pas du sel de Sodome, et bien qu'on soit pratiquement sûr, puisqu'on mange avec une fourchette, de ne pas toucher les aliments, malgré tout, pourquoi continue-t-on à le faire? Parce qu'il y a une raison profonde. C'est quoi la raison profonde? C'est qu'on dit que le sel de Sodome, ça veut dire l'égoïsme. Sodome, c'est les gens qui pensaient qu'à eux. Et donc, si eux, ça allait bien pour eux, ils s'en fichaient que les autres meurent de faim ou de soif C'est comme ça la règle de Sodome. Et donc, on craint que... Alors, c'est la même chose, la Chassidoute explique que quand quelqu'un il a plus faim, il ne peut pas penser que quelqu'un a faim. Quand je suis rassasié, quelqu'un me demande à manger, je n'ai pas tellement envie de lui donner à manger parce que moi j'ai plus faim. Je pense pas à lui parce que moi j'ai plus faim. Alors que si j'ai encore faim, je peux comprendre que quelqu'un ait faim. Donc le sel de Sodome, ça veut dire le fait de ne plus voir l'autre en face. D'être un égoïste à tel point qu'on ne voit plus l'autre en face. Donc pour éviter de tomber là-dedans, alors on se laverait les mains pour refroidir les midotes de l'égoïsme, qu'il n'y ait plus d'égoïsme chez l'homme. Alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi les hommes le font. Alors peut-être que profondément, ça veut dire qu'on estime que les femmes, même quand elles ont mangé, même quand elles n'ont pas ce sens de l'égoïsme que les hommes ils ont. Et donc peut-être que c'est pour ça que les femmes n'auraient pas le minag de faire Maïm Acharonim. Mais si une femme fait Maïm Acharonim, donc automatiquement, dès qu'elle a fait Maïm Acharonim, c'est comme si elle prenait le Birkat Hamazon dans les mains, c'est comme si elle répondait aux Zimoun, c'est-à-dire qu'elle a décidé de ne plus manger, ça y est. Et donc à ce moment-là, si elle change d'avis, si une personne change d'avis, homme ou femme, elle est obligée de refaire la bracha, bien qu'elle ait mangé du pain. Puisque là, le pain rend quitte tant que tu y penses. Mais dès que tu arrêtes d'y penser, tu es obligé de refaire la bracha. Et donc à ce moment-là, donc, on entre dans un drôle de problème. Est-ce qu'il faudrait refaire la bracha ou pas? Alors la plupart des décisionnaires, ils disent, quand c'est comme ça, alors effectivement, fais ton Birkat Hamazon et remange après, comme ça tu auras la nécessité de faire la bracha. Pour ne pas manger pour rien, parce que peut-être que tu n'as pas le droit de manger puisque tu as décidé de t'arrêter. Donc peut-être que tu dois t'arrêter, peut-être que tu ne dois pas t'arrêter. Donc pour éviter le problème, arrête. Ah, tu vas dire, ça s'appelle bracha chez la tzricha. C'est une bracha qui n'était pas indispensable. On dit non, bracha qui n'est pas indispensable, ça c'est quand vraiment tu aurais pu t'en passer. Par exemple, tu es à table et tu dis tiens ce verre d'eau, je vais le boire après le repas. Pourquoi tu vas le boire après le repas? Si tu le bois après le repas, tu vas être obligé de faire la bracha. Donc bois-le avant. C'est une bracha inutile. Pas le vatala, elle n'est pas pour rien. Mais elle était inutile puisque tu aurais pu t'en passer. Ça s'appelle bracha chez la tzricha. Et quand est-ce qu'on dit bracha chez la tzricha? Quand quand vraiment on n'aurait pas eu besoin de la faire. Mais là tu ne sais pas si tu as besoin de la faire ou pas. Parce que tu dis, j'ai pris le Birkat Hamazon, donc je voulais m'arrêter. Maintenant, j'ai eu envie tout à coup de prendre un verre d'eau. Eh ben, effectivement, je ne sais pas si oui ou non je dois faire la bracha sur le verre d'eau. Donc, là, tu es tranquille, tu peux faire ton Birkat Hamazon
et est obligé à faire la bracha sur le verre d'eau après, c'est tranquille. Donc dans tous ces cas-là, donc, où tu as montré avec les gestes que tu veux t'arrêter de manger, donc soit maïm macaronim, soit écouter le zimoun, soit prendre le birkat dans les mains, ou soit chanter les chansons de Shira Mahalot, tout ça c'est des preuves que tu veux t'arrêter de manger, et dans ce moment-là, tu n'as pas le droit de remanger, il faut faire le birkat Amazon. Ça c'est quand tu es chez toi. Maintenant, quand tu es invité, par exemple, quand tu es invité, alors là, toutes ces règles-là qu'on a citées ne s'appliquent pas. Parce que tu es soumis au, au repas auquel tu assistes. Donc si par exemple, toi tu allais faire Birkat Amazon, puis Tom le serveur ou la maîtresse de maison vient avec une glace, eh ben on pense que ton intention de t'arrêter ne s'appelle pas une intention, puisqu'effectivement tu dis ah, la glace, ça se refuse pas. Donc tu vas la manger la glace. Alors, dans la glace, il y a un double problème. Si c'est une glace qui ne contient que de l'eau, hein, des glaces à l'eau, hein, sans qu'il y ait vraiment des fruits dedans, ou des œufs, quelque chose de sérieux, on ne fait pas une bracha sur une glace, dans le repas. C'est comme un verre d'eau. C'est comme si on avait pris un verre d'eau et on avait mis du citron. Un verre de soda. Donc à ce moment-là, on ne fait pas de bracha si c'est une glace à l'eau. Et si c'est un vrai sorbet, à la fraise, ou à l'orange, ou alors une glace où il y a des œufs, du chocolat, des choses qui sont sérieuses, là on fait chez Akol dans le repas. Donc toi tu es invité, même si tu avais pris le birkat dans la main, tu avais fait répondu aux zimoun, dit je ne veux plus manger, ton intention n'a aucune valeur puisque tu n'es pas chez toi. Tu es soumis à ton hôte. Identique si vous êtes dans un hôtel. Vous êtes dans un hôtel, d'accord? Vous avez beau être, vous êtes à l'hôtel ou dans un mariage, vous avez beau décider de vous arrêter, si le serveur vient avec un dessert ou un plat supplémentaire que vous n'aviez pas imaginé, votre intention de vous arrêter s'appelle nul et non avenu. On ne tient pas compte. Donc vous pouvez reposer le birkat Amazon, même si vous allez dire Shira Mahalot par exemple, vous pouvez manger tranquillement parce que ça ne s'appelle pas une décision. Même si vous avez fait maïm macaronim. Dans tous les cas de figure, tout ce qu'on a dit, ce n'est que quand vous êtes chez vous, où vous êtes seul. Là, vous décidez, donc, votre décision, elle est sans appel. Mais quand vous êtes soumis à un maître de maison, ou dans un hôtel, rentre dans un hôtel, vous êtes deux familles à table. C'est pas parce qu'une famille a décidé de s'arrêter de manger que l'autre est entraîné, puisqu'ils sont tous les deux soumis à la direction de l'hôtel. Ils ne sont pas soumis à eux-mêmes. Donc c'est pas parce que la première famille, par exemple, elle veut se coucher, alors elle a commencé Birkat Amazon, elle s'en va, vous n'êtes pas tenu de faire Birkat avec eux. Donc vous pouvez très bien dire, eux ils ont fini, moi j'ai pas fini. S'ils amènent maintenant de la pastèque ou une compote, je n'avais pas l'intention de m'arrêter. C'est pas eux qui décident. C'est le troisième cas de figure. Vous avez compris, donc c'est complètement différent quand vous êtes chez vous. Chez vous, c'est quand vous décidez et quand vous ne décidez pas. Quand vous ne décidez pas, ça n'a aucune importance, même si vous avez fait maïm macaronim ou même vous avez répondu aux zimoun, ça n'a aucune importance puisqu'il y avait une suite et que vous n'y avez pas pensé. Pas de questions? Donc on voit bien que le Issachada dans le repas, que l'interruption de manger, elle est fonction de facteurs, de différents facteurs. Il ne faut pas s'embrouiller
Mais dans tous les cas, si on a le moindre doute, la moindre inquiétude, alors à ce moment-là, comme on l'a dit, il vaut mieux carrément faire le Birkat Amazon et refaire la bracha. Pardon? Les femmes ont l'habitude de répondre aux zimoun, bien sûr. Pourquoi les femmes ne répondraient-elles pas aux zimoun? Les femmes n'ont pas l'habitude de, comment on appelle ça, d'être s'associer aux zimoun. Elles peuvent faire un zimoun entre elles si elles sont qu'entre femmes, par exemple. Bon, zimoun entre elles quand elles sont entre femmes. Mais c'est évident qu'il faut répondre aux zimoun. Pourquoi ne répondrait pas aux zimoun? Et les femmes sont aussi habituées à recevoir le kos shel bracha. Il y a une halakha, c'est pas une minak, c'est une halakha. Que quand on a fini de manger, on doit prendre un verre de vin et faire le kos shel bracha quand il y a 3 hommes à table. Minimum de 3 hommes. Maintenant, pourquoi il y a très peu de gens qui font ça? C'est incompréhensible. Puisqu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Les raisons à l'époque pour lesquelles ils ne faisaient pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de vin. Il y avait du mal à trouver du vin. Et donc ils réservaient le vin pour un kidouche ou pour une afdala, etc. Ou alors parce que le vin était cher. Il y en avait, mais il était cher. Mais aujourd'hui où le vin est bon marché, et on en a régulièrement en général chez soi, là toujours une petite bouteille qui est de côté, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire les zimoun. Donc à ce moment-là, même n'importe quel jour de la semaine, il n'y a que dans les yeshivot, quand ils mangent tous ensemble, que la plupart des yeshivot ne font pas le zimoun, ne font pas le Birkat Amazon, parce qu'ils ne font pas zimoun. Pourquoi? Parce que la plupart des Bachor Yeshivot, ils mangent tout seuls. Même s'ils mangent tous ensemble, chacun il mange et il s'en va, quoi. On n'est pas ensemble. Comme dans un avion, par exemple. Quand vous êtes dans un avion, même si on vous sert le repas tous ensemble, on ne fait pas le zimoun parce qu'en réalité, chacun est tout seul. Donc maintenant, vous êtes à la maison, on fait zimoun, les femmes doivent boire le verre de la bracha. Kos shel bracha. C'est très important. On dit que ça amène la bracha pour toute la semaine de boire le verre de la bracha. Il y a même écrit dans la Gemara que un jour la femme de Rav Nachman, elle n'a pas reçu le kos shel bracha, elle a cassé les 400 fûts de vin de son mari, de colère. C'est quoi Kos shel bracha, c'est-à-dire que celui qui a fait le zimoun, il fait geffen à la fin, et après il distribue à tout le monde. Et les femmes sont en général très pointilleuses de recevoir ce verre aussi. On peut faire avec jus de raisin, c'est pas le Jus de raisin, oui, bien sûr, jus de raisin si on supporte pas le vin ou si on n'est pas. Il n'y a personne qui fait même s'il n'y a pas de froid, parce qu'il y a des gens qui font même s'il n'y a pas de froid. Dans le jour à la il y a écrit que même une personne seule le ferait. Mais ça, personne ne le fait ça. Seule personne le fait. Mais à 3 et à plus forte raison à 10, c'est évident. Et quand vous posez la question aux gens, ils disent non, on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Mystère et boule de gomme. Personne ne sait pourquoi. On dirait qu'il y a une. C'est pas connu, c'est pas Comme j'avais dit à Chaim Meloun, je lui dis pourquoi les gens ils font pas le zimoun, le Birkat Amazon? Parce que dans le Yudelet qui se lève du Ayom Yom, c'est le mariage du Rabbi. Et là-bas, le Rabbi explique qu'il faut faire le zimoun et le kos shel bracha quand on est 3. Donc c'est écrit clair. Il dit pas pour un mariage. Alors j'ai demandé à Chaim Meloun, j'ai dit toi qui connais bien le monde Lubavitch dans le monde, je me renseigné, il me dit comme c'est écrit dans Ayom Yom, les gens ne le font pas. Ça veut dire que c'est complètement absurde. C'est déjà dans le jour à la haut, bien évidemment. Alors je vous dis, la seule raison qu'il y avait à l'époque, c'était le fait qu'il n'y avait pas de vin. Que les gens avaient du mal à trouver du vin. Donc ils réservaient ce vin pour le kidouche ou pour une occasion. Mais officiellement, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et quand les gens ils viennent chez moi, ils me prennent pour un martien.
Ils me prennent pour un martien quand je leur dis en fait. Quand c'est le bracha, les gens ils disent mais vous êtes les seules familles qui fait quand c'est le bracha. Bon, Bekitsu. Donc vous avez compris que donc les femmes ou les hommes, quand ils ont décidé de s'arrêter de manger, d'accord, s'ils sont chez eux, alors ils doivent, s'ils ont un doute, évidemment, ils doivent s'arrêter et faire la bracha par la suite s'ils veulent continuer. Pas de questions? Non, pas de questions? Allez-y. On a toujours dit que le vin de la Abdallah, les femmes n'ont pas le droit de toucher. C'est pas que les femmes qui n'ont pas le droit de toucher, c'est à part celui qui fait l'Abdallah, on n'a pas l'habitude de le donner aux autres. Non, aux enfants c'est différent, c'est pour les éduquer, quoi. Mais en général, parce que le vin de l'Abdallah, c'est un vin triste, puisque c'est un vin qui quitte le Shabbat. Alors, le vin, quand on rentre dans Shabbat, tout le monde veut l'avoir, bien qu'il n'y ait pas besoin d'en boire. Il suffit que celui qui fait le kidouche le boive lui. Maintenant, si tout le monde veut en boire, comme dans les Brit Mila, il n'y a pas que celui qui fait les brachot pour le nom qui boit. Il donne à tout le monde, et même les femmes veulent ce vin. Dans les choupotes aussi. Dans les choupotes, il y a toujours 2 ou 3 buveurs de service pour terminer le verre du khatan, parce que le khatan il goûte à peine. Donc pour liquider le verre, on donne aux gens et les gens ils aiment boire. Mais le vin d'Abdallah, comme c'est un vin de mélancolie, puisqu'on quitte le Shabbat, on a l'habitude que rien que celui qui fait l'Abdallah le boive. On ne dit pas, ah tiens, qui c'est qu'on veut. Donc ça n'a rien à voir avec les femmes. Bon, les femmes, c'est un autre problème. Parce qu'on dit que le vin de l'Abdallah, il fait pousser la barbe. C'est vrai, moi je commence à voir un petit peu. Donc Un blanc et un en vérité, mais si une femme elle est seule, il vaut mieux qu'elle fasse le Abdallah sur du vin que de ne pas le faire. À moins qu'elle veuille faire sur une autre boisson. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Pardon? Vendredi soir, il n'y a pas d'obligation de goûter le kidouche. Jamais l'obligation. Il n'y a que celui qui fait le kidouche qui doit boire la majorité du verre. Mais comme les gens aiment la mitzvah, alors ils veulent avoir droit au kidouche. Là-bas, il y a une autre marloquette. Si c'est bien de boire dans le même verre ou de donner des verres à tout le monde. Alors, dans les régions où les gens étaient dégoûtés, alors on préparait des verres pour que chacun boive. Mais dans les endroits où ils n'étaient pas dégoûtés, ils se passaient le verre à 40 personnes. Donc ça dépend des mentalités. Moi je continue toujours avec mon café au lait à faire l'Abdallah. Voilà. On n'a pas le droit, mais moi je le fais. Pardon? Il a dit l'autre fois qu'on n'a pas le droit de faire au café au lait. Moi je le fais quand même. Moi je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de faire un café au lait? Ouais. Non. Si. Alors, Très bien. Je ne ne sais pas ce que je dis, vous savez mieux que moi ce que je dis. Si, Bien. vous m'avez dit, Il y a que sur le on ne fait pas au café au il y a lait, que on sur fait le ou co- au thé ou au vin. Ou... Je n'ai jamais dit Alors ça. on peut faire au café Je au lait. n'ai jamais dit ça. De toute façon, vous n'écoutez pas mes réponses. Oh là là. Le Oh Rav là là. Moshe Feinstein, il interdit. La plus studieuse. Quand c'est enregistré, je voudrais qu'il y ait un peu plus de silence parce que des fois, au Canada, ils se plaignent d'entendre la voix de Dvorah à 12 000 km. Oh là là. Et le Rav Moshe Feinstein, il dit, il faut pas faire sur le coca parce que c'est pas effectivement une boisson de pays. Bien que les Américains, ce soit leur boisson nationale, une boisson de pays, c'est un alcool. Mais par contre, les boissons de l'eau chaude, ce qu'on appelle de l'eau chaude, ça marche. Donc que ce soit du café Ah ou bon? bah oui. Voilà. Je pense toujours à Rabat, qu'est-ce que je fais pas d'Allah. Mais comme vous faites la causette avec les Non. copines pendant que je parle, vous avez du mal à entendre ce que je dis. Donc si quelqu'un il n'aime pas le thé, alors il fait sur du café au lait. Et évidemment, il faut être sûr d'avoir attendu 6 heures depuis qu'on a sorti de table. Pas, depuis longtemps. Voilà, alors la paracha de Béalotra, c'est une paracha assez curieuse parce c'est la paracha de la Torah
qui est la plus variée dans les thèmes qu'elle soulève. En général, une paracha, elle parle d'un thème, comme la semaine prochaine par exemple, ça parle des explorateurs. Toute la paracha, elle parle des explorateurs. Ou alors, quand ça parle des mitzvot, alors on cite les mitzvot l'une après l'autre, comme dans Mishpatim ou Kedoshim, et on vous dit ce qu'on fait. Mais là, ça passe, comme on dit en français, du coq à l'âne. Ça commence par vous expliquer qu'on allume la menorah du Beth Amikdash. Après, on vous dit que les Lévites, ils ont été introduits dans leur travail. D'accord? Après, on vous dit l'emplacement des tribus dans le désert. Après, on vous dit, tiens, à ce propos, pour savoir quand ils voyageaient, il y avait des trompettes. D'accord? Il y avait des trompettes pour annoncer le départ du camp. D'accord? Après, on vous dit, ils ont eu envie de manger des cailles. D'accord? Après, on vous dit qu'il y a eu Moshe qui a nommé 70 membres du Sanhédrin. Et à ce propos-là, il y a deux prophètes qui se réveillent, qui s'appellent Eldad ou Medad. Et après, on vous dit qu'ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont mangé trop de cailles. On passe d'un sujet à l'autre. Et après, on finit, sans aucun rapport, en disant, tiens, à ce propos, Myriam, elle a dit du mal de son frère parce qu'il était marié avec Tzipora et il a divorcé. Donc ça passe d'un sujet à l'autre qui n'ont absolument aucun rapport apparemment. Et la Haftara du Shabbat, donc, la Haftara, on aurait pu choisir énormément de thèmes. Le thème de la lèpre pour les gens qui disent la Shonara, le thème des Lévim, le thème de la comment on appelle ça, des métros mangés, comme les cailles, tout ce qu'on veut dans les prophètes. L'Haftara, on a choisi le thème d'allumer le menorah, comme le début de la paracha. D'accord? Maintenant, il faut s'interroger sur quelque chose qui est très intéressant. Il y a écrit là-bas que à quel moment décidait-on de voyager? Il y a écrit Alpi Hashem Isaou et Alpi Hashem Yachanu. Quand Dieu décidait d'y voyager, quand Dieu décidait, il campait. D'accord? D'où d'ailleurs petite parenthèse, quand vous faites un nœud Shabbat par exemple. Alors il y a des gens qui sont un peu ignorants là-dessus. Par exemple, vous avez un sac en plastique et par négligence ou pour conserver le pain, par exemple, vous avez fait 2 nœuds. Vous avez fait 2 nœuds pour que le pain soit conservé dans le plastique. Alors il y en a qui disent qu'il faut déchirer le plastique pour manger le pain. En vérité, non. Il n'y a pas besoin de déchirer le plastique. Vous pouvez ouvrir les nœuds. Pourquoi? Parce qu'à quel moment dit-on que les nœuds sont des nœuds sérieux? C'est quand c'est des nœuds durables. Des nœuds qui sont faits pour durer. Mais là, vous avez fait ça par convenance, par confort, pour que le pain ne s'abîme pas, pas pour fermer le paquet comme il faut. Sinon, vous auriez pu faire comment on appelle ça, une rosace. Donc, pour ce qui me disent, d'où je sais que des nœuds doivent être durables, on l'apprend du Mishkan. Quand ils installaient les rideaux, ils faisaient des nœuds. Et ils devaient faire des nœuds fixes. Parce qu'ils ne savaient jamais s'ils allaient rester 24 heures. Parce que des fois, les trompettes sonnaient le lendemain. Allez hop, on voyage. Donc, et des fois, ils restaient des semaines. Et à tel point qu'ils sont même restés 19 ans dans un endroit. La moitié du temps, ils sont restés dans le même endroit. Donc, quand ils arrivaient là-bas, quand les trompettes annonçaient qu'on s'arrête,
ils n'avaient aucune idée combien de temps ils allaient rester. Même Moshe lui-même, il ne savait même pas. S'il demandait, dis-moi, c'est pour combien de temps? Moshe, il disait, je ne sais pas. Alors, comme tu ne sais pas, alors, ça s'appelle fixe. Même si c'est pour une journée, tu fais un Mishkan fixe, parce que tu ne sais pas combien de temps il va durer. Alors que dans les autres cas, comme il dit le Chida par exemple, si tu mets une robe de chambre Shabbat, et par inadvertance, tu t'es fait un double nœud, ou un pyjama, ou une robe, ou une robe de maison, de toute façon il y a une ceinture avec, toi tu as par réflexe, tu t'es fait 2 nœuds. Ah, alors tu vas rester comme ça tout Shabbat? Non, le Chida il te dit, mais c'est évident que tu voulais le mettre. Jusqu'à ce que tu ailles te coucher, c'était pour 1 heure, tu as mis le truc. Donc ça ne s'appelle pas des nœuds fixes, même s'ils sont doubles. Alors les chaussures aussi? Les chaussures aussi, par exemple, c'est quelqu'un que Dieu préserve. Un enfant, ça arrive souvent, les enfants, quelqu'un, il n'a pas su faire un double nœud, et un nœud rosace, ou un nœud cravate, et puis en se trompant, tac, il a fait un double nœud. Pareil, on ne va pas l'obliger à rester avec la chaussure toute la journée. Parce que ce n'est pas un nœud volontaire. On ne peut pas le faire volontairement. Non, tu ne dois pas le faire volontairement, mais si tu l'as fait involontairement, c'est évident que tu n'avais pas l'intention de le laisser longtemps. On ne peut pas faire volontairement. Voilà. Un double nœud parce que... Donc on voit de là que les gens dans le désert, eh ben, ils étaient comme un oiseau sur une branche. Quand ils se levaient le matin, ils se disaient peut-être ça va sonner, aujourd'hui on va partir. Donc ils étaient toujours, comment on appelle ça, sur la valise, quoi. Ils avaient toujours ils étaient assis sur la valise. D'accord? Maintenant il y a écrit Alpi Hashem Yachanou et Alpi Hashem Isaou. Quand Dieu décide, on voyage, quand Dieu décide, on s'arrête. Mais après il y a écrit Alpi Hashem Beyad Moshe. Alpi Hashem, mais par l'intermédiaire de Moshe. Donc il y avait donc Dieu, Moshe et les trompettes. Il y avait 3 éléments pour... Pardon? Qui sonne les trompettes? Dieu, qui sonne les trompettes? Alors on dit que c'est Moshe qui sonnait les trompettes, et après on dit que c'est les Lévim qui les sonnaient les trompettes. Il y avait des gens qui étaient nommés à ça. Fait que c'est assez puissant parce que le camp était gigantesque, il fallait que ça soit fort. Bon, c'est vrai qu'il y avait une acoustique très forte, puisque c'était fermé par les nuées. Les nuées qui empêchaient les bêtes et les bruits de rentrer. C'était comme si vous étiez dans un hall de gare, rendre protégé, sans bruit. Acoustique. Donc, Mekitso, la Torah ne se contente pas de nous dire que c'est Alpi Hashem, elle nous dit Alpi Hashem, Beyad Moshe, par la main de Moshe. Et donc, la Chassidut nous explique, parce que le Midrash dit que dans chaque génération, il y a un Aaron, dans chaque génération il y a un Moshe, dans chaque génération il y a un Abraham, etc. etc. Donc automatiquement, la Torah nous explique que tout ce qui se passe dans le monde, toutes les avances ou les stagnations dépendent de Moshe. C'est Alpi Hashem, Beyad Moshe. Il y avait un jour à Paris, il y avait un grand ramasseur d'argent qui faisait le tour du monde. Puis un jour, il est venu chez moi, enfin, chez mes parents, quoi. Et puis, il y avait une grande photo du rabbi, et lui qui vient ramasser de l'argent. C'est-à-dire, quand tu ramasses de l'argent, tu es censé être caresser les gens dans le sens du poil. Il dit, moi, je n'ai qu'un rabbi. C'est Rabbi Yosef Karo. Celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Je ne connais pas d'autre rabbi que Rabbi Yosef Karo. Alors effectivement, c'est une très jolie remarque. Mais en vérité, dans chaque génération, il faut qu'il y ait aussi un Moshe, même si tu vas respecter Rabbi Yosef Karo. Mais il y a des décisions et des choses à faire qui ne sont pas inscrites dans le Shulchan Aruch. D'après Dieu, tu avances, d'après Dieu, tu t'arrêtes.
Est-ce que j'ouvre un magasin? Est-ce que je le ferme? Est-ce que je me marie avec cette personne? Je ne me marie pas? Est-ce que je... Il y a des décisions qui sont pas... qui dépendent de Moshe et qui ne dépendent pas forcément du jour à l'autre. Et donc toutes les influences qui se passent dans le monde, elles passent par la main de Moshe. Pas comme les gens disent, non, non, mais c'est Dieu qui fait. Bien sûr que c'est Dieu qui fait, mais par l'intermédiaire de Moshe. Alpi Hachem, mais Beyad Moshe. Moshe, c'est la main par laquelle les choses passent. D'accord? C'est d'ailleurs pourquoi les Bnei Israël dans le désert, dès qu'ils avaient le moindre problème, ils s'adressaient à Moshe, pas à Dieu. On veut manger, on veut ça. Ils ne priaient pas, on les voit pas prier dans le désert. Ils étaient assistés complètement avec Moshe. Donc ça veut dire que c'est évident que le principe de Moshe, c'est un principe qui est indispensable dans le système. On ne peut pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner sans le principe de Moshe. D'accord? Et donc, mais qu'est-ce que fait Moshe? Il fait quand est-ce qu'on s'arrête et quand est-ce qu'on avance. Le manique de la génération. Oui, mais vous aurez pu dire, bon, il est manique. Pourquoi on apprend ça sur les voyages? On n'a pas appris ça sur les cailles, ou sur la mer Rouge, ou sur le Matan Torah, qu'on a reçu Alpi Hachem Beyad Moshe. On n'en parle pas. Il n'y a qu'ici qu'on en parle. Parce que quand c'est évident, dans la mer Rouge, tout le monde a vu, Moshe, il a mis le bâton comme ça. Donc, tout le monde a vu que c'est lui qui a ouvert. Donc il y a des tas de trucs où on peut dire c'est Moshe. Mais les voyages, qui t'a dit que c'est un rapport avec Moshe? L'avance ou l'arrêt de la génération qui avance là et qui continue. D'où tu sais que c'est Moshe qui le fait? C'est pour ça que la Torah le dit ici. Elle n'a pas dit sur le reste. Parce qu'au Matan Torah, on sait très bien que c'est pas Moshe qu'on a reçu les tables. Les cailles, c'est Moshe à qui se sont plaints. Mais les voyages, tu aurais dit la marche du monde, comment le monde fonctionne, comment il s'arrête, comment il avance, comment il recule. Qui c'est qui décide ça? Alpi Hachem, oui, mais Beyad Moshe. Et ça, c'était le grand vicouar, la grande polémique entre les Mitnagdim et les Chassidim. Chez les Mitnagdim, il y avait cette vision que Moshe, c'est un homme de Torah, quoi. Il t'apprend la Torah, il t'apprend et c'est le Shulchan Aruch. Mais est-ce que Moshe, il est là pour te dire dans quelle école tu vas rentrer ton fils, ou dans quelle où il vaut mieux aller travailler que étudier, ou étudier que travailler, ou faire l'armée, pas faire l'armée, faire son alia ou rester en Amérique. Donc chez les Mitnagdim, il y avait cette moquerie du principe de Moshe. Et non, dans le désert, c'était comme ça. Et dans la réalité de nos jours, non, on demande à un gadol une halakha, mais lui demander un chemin dans la vie, et on voit qu'avec le temps, tous les courants du judaïsme, ils ont fonctionné là-dedans, fonctionné comme ça. Eh bien, aujourd'hui, le Rav Kanievski, qui est pourtant un litaï, le dernier litaï qui reste, avec le Rav Steinman, ils sont devenus des rébéim. Buvez le vin du Rav Kanievski, mangez la matzah du Rav Kanievski, faites-vous bénir par le Rav. Il est devenu un baba séfarade ou un rabbi chassidique. Alors que c'était tout le contraire chez les litaïm. Ma pitom qu'on va demander au Rav une bracha pour une guérison. Donc cette histoire-là, elle est rentrée dans la coutume, les coutumes de tous les juifs. L'histoire de... Ils ont vu ça marcher, en fait. Mais
Beyad Moshe, ça veut dire le principe de Beyad Moshe.